Bonjour et bienvenue sur AOS Geeks. Aujourd'hui, Yann et moi, on se fait plaisir. On fait l'analyse d'une grosse unité de Forge World que Yann aime beaucoup jouer, le Colossal Squig. Alors d'emblée, on vous demande si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Nous, ça nous aide à nous faire connaître. Puis si vous aimez le contenu d'AOS Geeks, on vous encourage à vous abonner à la chaîne. Alors, sans plus tarder, on peut commencer avec le Colossal Squig. Yann, c'est une pièce que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu pourrais présenter cette pièce-là? Oui, ben le Colossal Squig, c'est un immense squig qui est un peu laissé à lui-même, lâché lousse sur le champ de bataille. Demandez-moi pas comment des grottes sont réussis à attraper puis à amener sur un champ de bataille un squig qui a probablement plus d'intérêt à les dévorer qu'à se battre pour eux. Mais dans tous les cas, c'est gobelin, c'est typique Gloomspite Gitz, donc une grosse bête. C'est le plus gros squig, en fait, qui est disponible. C'est plus gros que le Mangler Squig, mais on le voit très peu jouer parce que, comme tu l'as dit en introduction, c'est une pièce de Forge World. Donc, les pièces de Forge World sont beaucoup moins vues. Elles sont aussi plus chères, hein, plus coûteuses, les pièces de Forge World. Le Colossal Squig se détaille à 129 canadiens, donc c'est 84 euros plus frais de livraison parce qu'on ne peut pas trouver les pièces de Forge World en boutique. Puis Donc, en plus, c'est de la résine, c'est pas le plastique de Games Workshop. Donc pour les hobbyistes, c'est un petit peu moins le fun de travailler souvent avec la résine qu'avec le plastique de Games Workshop. oui, tout à fait, mais comme vous aurez pu le voir à l'écran, moi, je suis très satisfait quand même du résultat. C'est une pièce que je trouve esthétiquement belle. Puis Tony me l'a peinte de manière vraiment intéressante avec une petite conversion. Là, on a ajouté Johan, qui est prisonnier des grottes qui s'en servent comme appât pour faire avancer le Colossal Squig. Là. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, un Colossal Squig tout seul qui se dirige comme il veut. Là. Tant qu'à moi, il aurait mangé les gobelins, puis ça aurait été bien suffisant. Donc là, les gobelins ont trouvé une astuce pour l'amener au combat à peu près là où ils veulent. Donc voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup jouer. Puis avec l'arrivée des Jaws of Mark, je trouve que ça devient encore plus intéressant de jouer le Colossal Squig. Donc voilà. Alors on pourrait peut-être commencer par présenter son War Scroll un petit peu, parce que quand même une pièce qui cogne, c'est une pièce qui est intéressante. Oui, effectivement, son rôle principal, hein, c'est pendant que je partage la charte d'unité, donc c'est une pièce dont le rôle est d'aller manger les adversaires essentiellement, mais si on y va dans l'ordre, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est de 6. Donc, comme les autres, comme le Mangler Squig, comme les Squig Hoppers, les Squig Bounders, on a un mouvement qui est aléatoire. On est à 4d6, donc c'est vraiment un bon mouvement parce que c'est une moyenne qui est quand même à 14 pouces avec 4d6. Par contre, c'est très aléatoire, mais avec l'arrivée des Jaws of Mark, parce qu'on peut le jouer dans l'allégeance Jaws of Mark, il n'y a pas de place dans les bataillons qui viennent avec Jaws of Mark, mais il bénéficie des habiletés d'allégeance. Donc, ça permet de relancer le 4d6 de mouvement. Donc là, ça fiabilise un mouvement. La moyenne elle va être vraiment en haut de 14 pouces là, avec la relance. Donc, ça fait une pièce peut faire des alpha strikes, donc des charges tour 1, qui peut se déplacer là, rapidement sur le champ de bataille. C'est sûr qu'il perd rapidement du mouvement. Là, sa charte dégressive est assez punitive. Dès qu'il a souffert 4 blessures, il passe à 3d6. 8 blessures, il passe à 2d6. Donc, c'est sûr que ça, c'est un petit peu négatif de ce côté-là, mais on va le voir, sa charte dégressive lui fait mal dans toutes les sphères du jeu. Là. C'est une grosse pièce, il y a 16 points de vie, donc ça, c'est intéressant aussi. Sauvegarde à 5+, c'est pas très bon, mais quand même, il a une habilité ici qui est Puff Spores, donc on a -1 au jet de touche lorsqu'on essaie de le frapper en combat. Donc, ça ne s'applique pas au tir, malheureusement. Donc, c'est une pièce qui est assez vulnérable au tir avec une sauvegarde à seulement 5+. Mais le -1 to hit, c'est quand même très bon comme protection. C'est meilleur, en fait, qu'un de sauvegarde de plus. Là. Donc, c'est mieux d'avoir -1 to hit puis 5+ de sauvegarde qu'un 4+ dans la majorité des situations de combat. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre de l'unité qui attaque. Là. Certaines unités sont moins impactées par un -1 to hit si elles touchent sur 2+, par exemple. Mais règle générale, tu as raison, ça va être meilleur un -1 to hit que 4+ de save. On a aussi 10 de bravoure, donc c'est généralement inutile parce que c'est une unité d'une seule figurine, mais il y a certains sorts hein, qui affectent les unités ennemies qui font des mortales en fonction de la bravoure de l'adversaire. Puis, bon, ici, lui, ce ne sera pas une cible pour ce genre de ce sort-là, c'est bien.
Sinon, il y a un tir qui est complètement anecdotique. En fait, là, il y a une portée de 8 pouces. C'est un tir qui touche sur du 5, blesse sur du 5. C'est les puff spores, encore une fois, donc les émanations de champignonneuses. C'est un verbe? C'est un adverbe, ça, champignonneux? Probablement pas. Je viens de l'inventer pour les Gloomspite. Donc voilà, mais c'est quand même Détroit dommages, ce tir-là. Donc ça touche pas souvent, mais quand ça touche, c'est amusant. C'est un petit Détroit dommages en bonus. Et là où le colossal est intéressant, c'est vraiment en combat. Hein, on s'en sert pour ça. Donc d'abord, sur la charge, on choisit une unité ennemie à 1 pouce, puis on lance un dé, puis sur un 6, on fait une blessure mortelle. Donc ça, c'est un petit peu ridicule, surtout vu la grosseur de la bête. Là, on aurait pu s'attendre un peu plus d'impact hit. Mais donc, c'est en combat. Donc d'abord, sa gueule a une portée de 3 pouces. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme on le disait dans une vidéo précédente, moi, j'aime beaucoup les attaques de 3 pouces pour les grosses bêtes parce que ça permet d'éviter que l'adversaire cache une unité d'élite derrière un cordon, derrière un petit écran, à 2 pouces 3 quarts derrière son cordon, donc ce qui lui permettrait de pile-in puis frapper avec cette unité-là dans notre grosse unité qui, elle, aurait été prise à frapper dans l'écran, dans le cordon. Donc, avec 3 pouces, on s'assure de pouvoir frapper s'il y a une unité qui est en arrière prête à pile-in. On peut frapper dans la grosse unité derrière. Donc, il y a 8 attaques qui touchent sur du 2, donc c'est vraiment bien. Qui blesse sur du 3, pénétration de 2, D3 dommages. Et en plus, les jets de touche de 6 non modifiés font D3 blessures mortelles plutôt que les attaques régulières. Donc ça, c'est vraiment une belle attaque qui peut faire très, très mal. Et en plus, en bonus, on a des attaques à 1 pouce de portée avec ses pieds. Donc des attaques de piétinement où là, on touche sur du 5, blesse sur du 3, pénétration de 1 et 1 dommage. Donc, dans l'ensemble, quand le Colossal Squig est en pleine forme, il va faire en moyenne 10 blessures contre une unité qui aurait une sauvegarde à 4+, une sauvegarde modifiable à 4+. Donc, c'est toujours notre point de référence sur la chaîne là, quand on calcule des statistiques pour l'efficacité en combat d'unité. On se fie sur un adversaire qui aurait une sauvegarde modifiable à 4+. C'est sûr que là, si l'adversaire a une sauvegarde éthérée, comme le colossal a de la pénétration, mais là, ces dommages vont être moins efficaces un peu. Mais donc, en pleine forme, il fait 10 dégâts contre une unité qui a une sauvegarde de 4+. Sa charte dégressive est assez punitive. Comme vous voyez sur le tableau, sa gueule qui fait des attaques à D3, à chaque tranche dégressive, il touche moins bien. Là, on passe à 3+, 4+, 5+, 6+. Puis, il perd 2 attaques de piétinement par tranche. Donc, ça l'amène, par exemple, quand il est au milieu, là, quand il a subi 8 à 10 blessures, là, il fait 6,5 dommages en moyenne. Puis quand il est à sa dernière ligne, là, à 14 ou 15 dommages de subi, là, on est à 3 blessures. Donc, autant dire qu'il ne fait plus rien, là, rendu là. Donc, c'est une belle bête qui peut être très efficace sur le champ de bataille, mais il faut l'amener en combat rapidement. C'est punitif quand elle se fait blesser. Puis même quand on l'amène en combat, idéalement, il faut qu'on prévoie nos charges de manière à ce qu'on frappe en premier avec le Colossal Squig. Donc, il ne faut pas amener en même temps en combat sur la charge 2 unités qu'on souhaite faire frapper en premier parce que là, l'adversaire va frapper dans le Colossal Squig si on ne le fait pas frapper en premier, puis ça va être assez punitif comme sur son damage output. C'est sûr aussi que le Colossal Squig, c'est pas une pièce qu'on peut juste envoyer, charger comme un fou, tout seul à l'avant, puis penser qu'il va faire le travail. Donc, avec sa sauvegarde à 5+, même s'il y a un -1 to hit contre lui, il va rapidement subir des dégâts. Puis, comme on l'a dit, la charte dégressive est assez punitive. Donc, faut pas, c'est pas un Frostlord sur Stonehorn là, qui peut charger tout seul comme un fou, puis tout casser sur son passage. Là. Il n'y a pas cet impact-là. Je l'ai essayé, en fait. Essai-erreur. L'envoyer tout seul, c'est pas une unité qui est autonome là, du tout. C'est un peu comme beaucoup d'unités de gros cogneurs ou d'Alpha Strike, un peu Glass Cannon. Tu veux qu'il détruise l'unité qui charge. Tu ne veux pas l'engager dans des combats où ce sont des guerres d'attrition parce qu'il va perdre la guerre d'attrition. Ça, c'est assuré. Là. Sinon, comme habilité, celle dont je n'ai pas parlé, c'est l'explosion. Donc, puis ça, c'est vraiment une des forces du Colossal Squig. Vincent, tu en as subi à quelques reprises les effets. Oui, ça t'a gagné quelques parties, cette habileté-là. C'est vraiment intéressant.
Oui, ça m'a fait gagner des parties. Ça a l'air anodin, là, mais quand quand le colossal, le squig, meurt, avant qu'on le retire du jeu, on lance un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces de lui. Sur 2 plus, ça fait D3 blessures mortelles. Donc, il explose, mais il explose dans une explosion de squig. Donc, ce n'est pas tant les blessures mortelles qui sont intéressantes, même si on les prend. Là. Sur 2 plus, D3 blessures mortelles à toutes les unités à 3 pouces, parfois c'est amusant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il met automatiquement une unité de 5 squigs sur le jeu entièrement à 9 pouces de lui, à plus de 3 pouces de l'adversaire. Donc, le 9 pouces autour de la grosse base du Colossal Squig, à 3 pouces de l'adversaire, ça fait que ça ne m'est jamais arrivé de ne pas être capable de les placer par manque d'espace. Et souvent, ça m'a permis de prendre le contrôle d'un objectif en amenant 5 squigs sur un objectif. Parce que le colossal compte pour un modèle, puis tout à coup, pouf, il meurt, puis on a 5 modèles sur l'objectif. Donc ça, c'est un beau petit trick qui m'a effectivement fait gagner des parties ou prendre des objectifs à quelques reprises. Puis même des fois, en fait, quand on a une unité qui est en combat, elle est obligée de faire ses attaques. On ne peut pas dire qu'une unité n'attaquera pas. On est obligé de pile-in et attaque, puis c'était arrivé même de te dire que si tu avais le choix, tu n'aurais pas pile-in et attaque sur mon Colossal Squig parce que tu savais que tu allais le tuer puis que ça allait me faire prendre l'objectif. Oui, ben en fait, comme tu disais, hein, réussir à empêcher le Colossal Squig de mettre les petits squigs derrière, comme tu as une bulle à 9 pouces autour du Colossal, puis tu peux te mettre jusqu'à 3 pouces et 1/16e de mon unité, là, juste un petit peu au-dessus de 3 pouces. J'ai jamais réussi à t'empêcher de mettre tes 5 squigs, puis c'est comme tu dis, ben, si je peux ne pas piler in, c'est correct, ce piler n'est pas obligatoire, là, on peut rester sur place, mais si je pouvais ne pas frapper parfois dans le Colossal, j'aurais préféré ne pas frapper pour ne pas risquer de le tuer. Parce que souvent, ton habileté, en plus, c'est que ça n'arrive pas au tour 1 ou 2 où il y a beaucoup de modèles sur les objectifs. Ça arrive plus vers le tour 3 ou 4, où là, ben, déjà, le colossal a mangé plusieurs modèles, il en reste moins sur le jeu, fait que rajouter 5 squigs, c'est arrivé souvent que ça te permette, là, un beau petit trick, ça te permet d'aller chercher un objectif qu'autrement je contrôlais. Fait que c'est une belle habileté du colossal. Puis tu fais bien de préciser que le mouvement de pile-in n'est pas obligatoire. Effectivement, c'est l'activation qui est obligatoire. Puis dans l'activation, si on a un ennemi à portée, il faut attaquer. Puis on s'est amusé à faire des stats puis à le comparer au Mangler Squig parce que souvent, puis surtout si on joue en Jaws of Mork dans une liste full squig ou juste même dans une liste Gloomspite, on va avoir parfois à choisir entre le Colossal Squig et le Mangler Squig parce que c'est deux monstres qui remplissent en fait la même fonction dans l'armée. Donc, en titre de comparaison, pour commencer, sur le plan des dégâts, on se rend compte que le Mangler Squig frappe un peu plus fort. Donc, le Mangler Squig, en fait, sur la charge, va faire 11 dégâts plutôt que 10 environ pour le colossal. Et s'il n'est pas sur la charge, il va faire 9 dégâts et demi, presque 10, donc à peu près comme le colossal Squig. Là où ça change, c'est dans la charte dégressive, parce qu'en fait, la charte dégressive du Mangler Squig est faite comme en forme de U ou en V, où son point le plus faible est en fait au milieu de ses points de vie, où là, il va faire en moyenne 6 dégâts, puis 7 sur la charge. Puis ensuite, il remonte, puis quand il est à sa dernière ligne, quand il est presque mort, il frappe aussi fort que quand il était tout neuf, frais sorti de l'usine à Squig. Donc c'est sûr que sur le plan des dommages puis de la résilience en termes d'efficacité, le Mangler Squig est plus intéressant. Par contre, le Mangler Squig a seulement 12 points de vie sur une sauvegarde de 4+, contre 16 pour le colossal, donc il est un petit peu moins durable. Quand il meurt, il peut faire des dégâts aussi à la ronde, mais il ne laisse rien derrière lui, alors que le colossal Squig laisse des squigs derrière lui. Le Mangler Squig en pleine forme a un peu moins de mouvement. Son mouvement est à 3d6 contre 4d6 pour le colossal, mais le Mangler Squig vole, donc peut passer par-dessus des cordons ou des unités, ce que le colossal ne peut pas faire. Et le Mangler, tu m'excuseras, mais le Mangler, je pense aussi, a une base plus petite. Hein. Fait oui. Comme il vole, plus facile de passer par-dessus les cordons qui protègent les belles unités de l'ennemi. Effectivement, le Mangler Squig a une plus petite base aussi.
Et le Mangler Squig coûte 240 points et le Colossal Squig coûte 300 points. Donc 300 points, c'est un assez gros morceau, mais en même temps, 5 Squig, les 5 Squig qu'il laisse sur le jeu à son décès, valent environ 60 points. Donc son coût net est d'environ 240 points comme le Mangler. Donc, je pense que dans une liste optimisée, s'il est raisonnable de penser qu'on puisse optimiser une liste de Squig, ce qui reste à démontrer sur le plan compétitif, mais le Mangler Squig est peut-être, à mon avis, un meilleur choix d'optimisation. D'autant plus que si on veut jouer beaucoup de Squig, il faut les jouer dans les Jaws of Murk, dans les bataillons, puis on a de la place pour en tout 3 Mangler Squig en jouant les 2 bataillons, là, ce qui est à mon avis souhaitable quand on joue Jaws of Murk. On se retrouve avec un Lone Boss sur Mangler Squig et 2 Mangler Squig, puis là on n'a plus la place pour un Colossal Squig. Cela dit, personnellement, je joue un Colossal dans ma liste de Jaws of Murk juste parce que la pièce est superbe, parce qu'il est le fun, parce qu'il y a un facteur d'intimidation aussi. Puis, vraiment, l'habilité de laisser des squigs derrière lui à la fin, là, ça fait une différence. Puis, comme on l'a dit, ça m'a vraiment permis de prendre des objectifs à quelques reprises. Donc ça, pour ça, c'est vraiment intéressant. Donc, tu penses que le Mangler est quand même un petit peu plus optimal comme choix, mais pour avoir un peu de diversité, puis pour l'habileté des 5 squigs, tu dis que c'est pas trop cher payé d'aller placer un Colossal au lieu d'un Mangler. Exactement. En fait, l'avantage du Mangler, on l'a dit, il vole. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Ça permet vraiment d'aller charger un peu plus où on veut. Puis, c'est sûr aussi qu'il est un petit peu, comme sa charte dégressive est moins punitive, il est moins impératif de tout le temps l'activer en premier contre une unité qui peut lui faire mal. Donc, tandis que le Colossal, ça fait tellement mal se faire des dégâts que dès qu'il y a une unité qui cogne un peu, puis le Mangler Squig, même s'il est presque mort, il frappe encore comme un tout jeune Squig frais et dispo. Donc, c'est pas le cas du Colossal. Là. Donc, ça c'est à tenir compte, surtout dans un méta comme le méta actuel où il y a beaucoup de tirs. Donc, souvent, des listes comme les Squigs, qui sont des listes vraiment de corps à corps, où on veut aller rapidement en combat. Si l'adversaire a un tour de tir, diminue tes monstres, ça peut faire assez mal. Le Mangler, lui, peut arriver en pleine forme, même s'il a subi beaucoup de dommages au tir. Là. Donc, ça, c'est son avantage. Mais je continue à penser que, en fait, les Gloomspite Gitz, mais en particulier les Jaws of Murk, je pense que c'est une belle liste, une belle armée de milieux de peloton. Là, c'est middle tier. Ils ont des bons match-ups, ils ont des moins bons match-ups. Un très bon joueur va pouvoir, je pense, assez bien performer avec ce genre de liste-là. Un joueur qui est habitué de jouer avec du Alpha Strike, du combat vraiment, peut tirer son épingle du jeu. On s'entend qu'on ne fera pas un 5-0 ou un 6-0 dans un tournoi de 2 jours où il y a vraiment des listes des joueurs compétitifs, mais il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Puis je pense que le Colossal Squig peut avoir sa place dans une liste comme ça. C'est une liste qu'on joue pas tant pour gagner un tournoi que pour avoir du fun dans le tournoi. Fait que pourquoi pas un Colossal? Puis évidemment, entre amis, on s'amuse. Puis je t'ai souvent joué le Colossal pour le plaisir, juste parce que j'aime la pièce, là, puis que je trouve qu'elle est super bien peinte. Tout ça. Excellent. Ça fait le tour de l'analyse pour le Colossal Squig, je pense. Petite analyse. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Avez-vous quelque chose à rajouter? Ben oui, en fait, peut-être laissez-nous savoir si vous aimez qu'on fasse des petites analyses, des petits coups d'œil comme ça sur des unités en particulier. Donc, laissez-nous savoir en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo, puis on pourra en faire davantage à l'avenir. Ou s'il y a des unités dont vous aimeriez qu'on parle en particulier, n'hésitez pas à nous laisser les suggestions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de faire une petite vidéo pour en discuter. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et bon Wargaming!